m'appelle Violette Rennery et je vais en plusieurs épisodes répondre à la question « Comment j'ai interviewé mon père ?» Il s'agira de questionner le rapport père-fille, moi-même ayant eu un petit bébé l'année dernière. Mais pour cela, il nous fallait un prétexte. Mon papa, Yannick Le Toqueux, est photographe et a longtemps traîné sur les plateaux de tournage. Et c'est au travers de ses photographies prises tout au long de sa carrière que je vais me pencher autour de son parcours, le parcours d'une vie. Voici le nouvel épisode de « Comment j'ai interviewé mon père ?» Épisode 3, Michel Galabru. Donc papa, on se retrouve aujourd'hui dans ma chambre, que j'ai transformée en studio d'enregistrement, pour parler ensemble non pas d'une photo, mais de 2 photos. Sur ces 2 photos, il y a la même personne, qui est un homme d'une 60aine d'années. Sur la première, tu l'as prise d'un peu plus loin, il tient un livre à la main. C'est en format américain, il est presque américain, parce que c'est un peu plus court en fait. Il est costumé, perruqué. On voit qu'il est en train de parler, très clairement il est en train de jouer, comme s'il était au théâtre, ou bon là on le devine parce qu'on le sait, mais dans un studio de tournage de films. Et puis il y en a une deuxième, où là c'est plus proche. T'es plus proche, c'est plus en ce qu'on appellerait un format portrait. Il te regarde fixement, avec un léger sourire. Il a un gobelet à la main en fer, et il est toujours aussi costumé et perruqué. Ce qui est un peu bizarre, parce qu'on voit qu'il est plus âgé que la perruque. Par exemple, la perruque, elle est brune, alors qu'on peut se dire que là, il a plutôt 60 ans, donc il a plutôt les cheveux blancs, mais bon. Et cet homme, c'est Michel Galabru. Et donc, comme on en a l'habitude maintenant, j'aimerais que tu me racontes l'histoire de ces photos et comment tu t'es retrouvé à rencontrer Michel Galabru et à le photographier. Alors Michel Galabru, je l'ai rencontré une première fois sur un film en 1985 qui s'appelait Les Frères Pétard. Salut papa. Ah, je savais bien que t'étais là, j'ai vu ta fenêtre éclairée. Et t'es pour le foot ce soir? Ah non, on n'a pas pu avoir de billet, alors on est venu regarder le match à la télé avec des collègues. Il y avait des dents, le teckel, il t'a pas raté, hein? Quel teckel? Mais le teckel que vous avez sorti de la machine à laver. Ah d'accord. Ouais. T'es pas tout seul? Si, enfin là il y a juste Manu, on bricole. Ouais. Non, monsieur Javert. Ah, c'est bon. On bricole. On picole, oui. Alors je faisais un petit tour en touriste, comme on dit, sur ce plateau, parce que je connaissais l'équipe technique qui travaillait au studio de Boulogne, 2 rue de Silly. Et j'y étais aussi pour une raison bien précise, c'est que ta maman, pour une des premières fois, était script sur le film, mais script 2e équipe. Mais même 2e équipe, il y avait énormément de responsabilités. C'était tous les petits plans qui concernaient les déplacements dans Paris. Donc quand même, il fallait que l'image qui suivait soit raccord, etc. Bon, donc inutile de te dire qu'elle était un petit peu stressée. Voilà, donc j'ai croisé Monsieur Galabru dans les couloirs du studio, je lui ai échangé 2 mots, et puis c'est tout. Et un peu plus tard, donc en 1988, dans les mêmes studios, j'ai rencontré un producteur de télévision avec qui j'ai sympathisé et qui m'a dit « Ah, mais vous êtes photographe de plateau. Moi, je coproduis un téléfilm qui va s'appeler Le ravissement de Scapin, avec une pléiade de vedettes. Et j'aimerais bien que toutes les scènes soient photographiées, parce qu'effectivement, il y a un photographe de plateau chez France 3 qui passe régulièrement. Mais on avait plus de 17 personnalités du spectacle entre le cinéma et le théâtre. Donc il me dit, c'est exceptionnel, donc je voudrais des photos absolument de tout. Bon, moi je lui dis, écoutez, pas de souci. Donc j'ai eu rendez-vous à la SFP avec le grand directeur général. Alors toi, tu as l'habitude de dire la SFP, mais est-ce que tu peux expliquer aux gens qui ne connaissent pas la SFP ? Ah oui, effectivement. Alors la SFP, c'est la Société française de production, qui se trouvait à l'époque au but de Chaumont, rue des Alouettes. Bon, maintenant, on peut y aller. Maintenant, c'est un grand immeuble. Tout a été rasé depuis. Mais ça, c'est une autre histoire, même une histoire politique qui nécessite un autre podcast.
Et donc, le grand directeur m'a dit, bah, écoutez, pourquoi pas, mais bon, il y a un petit problème avec les syndicats, vous comprenez, vous êtes indépendant, vous ne faites pas partie de la SFP, mais on va s'arranger, je vais vous déclarer sur un autre poste, bon, d'assistant ou je ne sais quoi, mais il n'y a pas de souci, on va s'arranger. Et donc, je me suis retrouvé sur ce tournage, un petit peu la veille, parce que peut-être 2 ou 3 jours avant le tournage, parce que je photographie aussi la mise en place des décors, parce que les décors, le ravissement Scapin, d'après Claudel, c'était tout se passé dans une auberge. Mmh. Et j'avais en charge aussi de photographier les décors, de rencontrer Georges Folgoas, le réalisateur, à qui j'ai rappelé un bon souvenir, parce que ma maman avait écrit à Georges Folgoas quand j'avais 13 ans, pour lui demander comment je pouvais rentrer dans ce métier. Et on avait eu rendez-vous à la maison de la radio avec lui. Et M. Folgoas m'avait dit, ben, tu sais, il faut faire l'IDEC. Bon, mais il faut savoir que l'IDEC, après le bac, tu as 24 élèves qui sont retenus sur 800. Donc inutile de te dire que je me faisais aucune illusion. Et bon, on était reparti de la maison de la radio ce jour-là, très content, parce que j'avais visité tous les studios, il avait été super sympa, et voilà, avec des encouragements pour aller plus loin dans la vie. Et alors, ben, j'ai retrouvé M. Folgoas, hein, alors à l'époque j'avais 36 ans, et je lui ai raconté, je lui ai dit, vous savez, on se connaît. Ah bon? Voilà. Et donc, j'étais un petit peu en confiance quelque part. Et puis, il s'est trouvé aussi que le premier assistant de M. Folgoas, je le connaissais sur un autre tournage. Pas beaucoup, mais je le connaissais. Et puis, il m'a dit, ah bon, c'est super, c'est toi. Ah ben, si je peux me permettre, j'ai un service à te demander. Bah, je lui dis, vas-y toujours. Il me dit, bah, écoute, voilà, tu n'es pas sans savoir qu'on a Michel Galabru comme un des rôles principaux pas les fourberies de Scapin, mais le ravissement de Scapin. Est-ce que tu pourrais le véhiculer, t'en occuper? D'abord, je vois que sur la fiche technique, tu es plus assistant que photographe. Alors, je lui ai expliqué le pourquoi du comment. Il me dit, bah, c'est pas grave. Alors moi, je lui ai dit, écoute, il n'y a aucun souci, au contraire. Oui, toi, ça te plaisait de véhiculer Michel Galabru. Ah, bah, j'étais très, très honoré. Ouais. De la confiance d'abord, et puis en plus de pouvoir le rencontrer, on va dire en privé, quoi. Et du coup, donc là, tu l'emmenais le matin, tu allais le chercher le soir? Alors, oui, donc j'avais une mission très précise, c'est qu'il arrive à l'heure au studio. Alors, ça, c'était mon deal, comme on pourrait dire aujourd'hui. Donc, moi, je me levais très tôt et j'arrivais chez lui, on va dire, vers les 8 heures du matin. Boulevard Pereire, je montais les escaliers ou l'ascenseur, je me souviens plus. Et j'avais beaucoup de scrupules à frapper à sa porte parce que je savais que le soir, il jouait au théâtre. Donc, c'était un monsieur qui n'allait pas au lit avant 1 heure du matin et je venais le réveiller, je venais le chercher à 8 heures, donc ça veut dire qu'il était au moins levé depuis 7 heures du matin. Et alors, je frappais une première fois et puis j'entendais « Oui, j'arrive. » Bon. Et puis, au bout de la deuxième fois, « Monsieur Galabru, oui, j'arrive. » Bon. Et puis, il finissait par ouvrir sa porte. Et puis, tout somnolent, il descendait les escaliers avec moi, je l'embarquais dans la voiture. Et là, miracle, on commençait à discuter de tout et de rien. Et qu'est-ce que vous vous êtes raconté dans cette voiture? On s'est raconté énormément de choses. Ça a duré 10 jours. Et je ne peux pas tout te raconter, mais les grandes lignes qui m'en restent, hein, puisque ça fait plus de 34 ans, c'est que un premier matin, il m'a expliqué que le tournant de sa carrière, c'était Le Juge et l'Assassin de Bertrand Tavernier. Alors ça, je le savais. Et donc, je lui ai posé beaucoup de questions et il m'a dit, ce film, je voulais absolument le faire parce que c'était pour moi une façon de sortir des rôles comiques qu'il faisait depuis des années et il voulait montrer son talent dans les rôles dramatiques. Et il a attendu plus d'1 an que le film arrive à boucler son financement pour qu'un jour Bertrand Tavernier lui dise « Écoutez Michel, c'est bon, on va démarrer ».
Et il me disait, pendant ce temps-là, moi je prenais que des tout petits contrats. Pour pas être coincé. Voilà, ce qu'on appelle un peu des panouilles dans le métier, Mm. pour ne pas être coincé. Parce que si, par malheur, il prenait un film complet, en général c'est plus de 2 mois, il pouvait rater Le Juge et l'Assassin. Mm. Donc il a attendu patiemment. Et un jour, le premier tour de manivelle s'est donné. Et à partir de ce jour-là, sa vie a changé parce que suite au film, il a connu un César du meilleur comédien. Mm. Voilà, ou du meilleur acteur. Parce que comédien, théâtre, acteur, cinéma. Arrêtez! Le fils d'assassin ne communiera jamais avec nos enfants. L'assassin! Il est arrêté, l'assassin! Il est sous les verrous! Vous êtes un roublard, monsieur le juge. C'est grand malheur. Votre seule manière d'agir me fait prendre pitié de vous. Une innocente ne peut troubler qu'un homme profondément corrompu. Autant aujourd'hui que demain. Et puis, on a discuté de ses enfants. Donc, il me dit, ah, vous savez, j'ai acheté un vieux théâtre en haut de Montmartre qui était complètement délabré, où avait joué Pierre Freinet, etc. Et donc, je suis en train de le reconstruire et c'est ma fille, Emmanuelle, qui va s'en occuper. Donc, il me racontait un peu les travaux, il me racontait que le lieu était mythique, Louis Jouvet aussi avait joué dans ce lieu, enfin bref, quoi. Et donc, il avait un théâtre qu'il avait financé pour sa fille. Hein, il avait envie de protéger ses enfants pour l'avenir. En leur offrant un théâtre. En leur offrant un théâtre. Et puis, il avait plus ou moins offert aussi le théâtre de 10 heures, qui était aussi à peu près délabré. Il faut savoir que dans ces années-là, il y avait beaucoup de théâtres à Paris qui étaient dans un état pitoyable. Et le théâtre des 10 heures, son fils Jean, en avait fait une école. Et puis, il essayait aussi de faire du spectacle, mais il était archi-déficitaire. Et il me disait, vous voyez, je vais vous présenter mon fils parce que c'est pas qu'il vient me voir jouer dans le téléfilm, c'est qu'il vient chercher un peu d'argent pour tenir le choc. Bon, donc tout ça, je trouvais que c'était quand même des confidences très intimes de sa part. Hein. Oui. Bon, mais il me disait, vous inquiétez pas, parce que si tout ça se réalise pas, j'ai encore une petite réserve, j'ai un appartement boulevard Saint-Michel à Paris. Bon, donc je me disais, bon... Il est quand même à l'abri, quoi qu'il arrive. Voilà, il est quand même un peu à l'abri, mais... Mais il prenait des risques, ouais. Il faut savoir que ce qui gagnait son argent était énormément réinvesti dans le théâtre. Ouais. Hein, et puis, un autre matin, il me dit, oh, c'est pas une bonne journée aujourd'hui. Ah, je lui dis, qu'est-ce qui vous arrive? Ben, il me dit, il faut que je paye mon tiers provisionnel, 40 000 francs. Qu'est-ce que tu appelles un tiers provisionnel? Alors, quand tu payes tes impôts, tu payes en 3 fois. Hein, je ne sais pas si ça existe toujours, mais à l'époque, ça existait. C'était tellement lourd de payer en une fois. Les gens, ils payaient en 3 fois leurs impôts. Et là, donc, ça veut dire qu'à l'année, il avait 120 000 francs d'impôts. Donc, naturellement, il gagnait beaucoup d'argent, mais il rendait aussi beaucoup d'argent à la France et il investissait dans les théâtres. Donc, pour moi, c'était pas forcément quelqu'un qui cherchait à s'enrichir. Oui. Bon, et puis en plus, il me faisait toujours marrer parce qu'il me dit je me suis marié 2 fois, ça coûte cher, il faut que j'entretienne. Alors, mon ex-femme, ma femme, mes enfants. Et c'est vrai, il travaillait, et d'ailleurs, il a travaillé jusqu'à 93 ans. Il travaillait, il n'arrêtait pas. Mais voilà. Donc, il me confiait tout ça. Et puis vous arriviez le matin au... Enfin, ça, c'était le matin quand vous discutiez, vous arriviez... Alors, le matin, oui, parce que le soir, on était un peu plus pressés et la course de taxi durait un peu plus court parce que je le déposais le soir au théâtre. Alors, j'ai du mal à retrouver le théâtre. Je ne sais pas si c'est le théâtre de l'Œuvre ou le théâtre du Palais Royal. Et je crois que c'était une reprise de La femme du boulanger, qu'il avait créée en 1985, et ça avait eu tellement de succès qu'il sautait de théâtre en théâtre pour faire des reprises qui pouvaient durer 1 mois ou 2 mois, je ne sais pas.
Et le soir, à 19h pétante, je le mettais devant l'entrée des artistes du fameux théâtre. Dans une boulangerie, il faut se méfier des rats à cause de la farine, parce qu'ils vous boufferaient tout le bénéfice. Alors, Pompon et sa femme, Pomponette, m'économisent au moins 10 kilos de farine par jour. Ah, tu as la chatte aussi? Ah, je laisse en avoir parce qu'elle a disparu depuis 3 jours. Attention que tu n'avais pas fait lessiver. Oh, coquine, ne sortez pas sérieusement. Mais non, boulanger, il y a tant de lièvres dans mon champ qu'on ne le savons plus qu'en faire. On ne te mangera pas ta chatte. D'ailleurs, je sais où elle est partie. Ce soir, je l'ai entendu raconter son histoire, là, sur le toit. Miaou. Et à aucun moment, j'ai pensé rester avec lui en lui disant est-ce que je ne peux pas assister à la séance parce qu'il me disait, alors vous inquiétez pas, vous me déposez parce que pour le retour, j'ai un taxi qui m'attend. Il ne voulait pas t'embêter à ce que t'attendes. Voilà. Et moi, je sais. Et toi, tu t'es pas dit, tiens, je vais rester je sais pas ce que je me suis dit. C'est vrai que moi, il fallait que je me relève très tôt le matin pour aller le récupérer, bien avant lui, parce que moi, j'habitais à la Bastille. Donc la Bastille et le 17e, ça faisait quand même un petit bout, même si à cette heure-là, on peut rouler assez vite. Donc voilà. Et puis j'avais une relation bien particulière avec lui, parce que ce que j'ai oublié de te dire, c'est que quand on arrivait devant la SFP le matin, rue des Alouettes, il y avait un bar en face, et il me disait « Venez, je vous offre un petit chocolat », ça voulait dire qu'il allait prendre un café, et on était d'autant plus en retard que le café durait, parce qu'il en prenait 2, parce que je pense qu'il n'avait pas eu le temps de déjeuner chez lui, et il me disait « Vous inquiétez pas, ils ne peuvent pas démarrer sans nous ». Je disais oui, mais c'est moi qui vais avoir Monsieur Folgoas sur les épaules. Ouais. Vous inquiétez pas, c'est un bon copain. Oui, d'accord. Bon. Et puis on démarrait la journée. Le matin, on tournait énormément de choses où il était présent, parce que il s'était arrangé avec la production, et c'est bien normal. Il avait le droit de faire une sieste. Alors, il faut savoir quand même que pendant le tournage, il avait pile 61 ans. Bon. Et donc, à 14h, tout de suite après le réfectoire de la SFP, où on mangeait très très bien, M. Galabru s'isolait dans sa loge et il faisait un petit roupillon qui durait en général jusqu'à 16h. Bon, donc comme ça, il récupérait un peu. Mais la difficulté, c'est qu'entre-temps, nous, on tournait des scènes où il n'était pas là, et ensuite, il fallait aller le réveiller pour qu'il finisse sa journée jusqu'à 19h. Et donc là, personne ne voulait aller le réveiller. Donc le premier assistant, il me disait, bon, il est temps que tu ailles chercher Monsieur Galabru. Ben, je lui dis, moi ben oui, toi, bon, alors j'allais frapper une première fois, 10 minutes avant l'heure fatidique. Et toujours pareil, Monsieur Galabru, c'est bientôt l'heure. Oh, voilà, c'est tout ce que j'entendais. Et puis, j'attendais derrière la porte une bonne dizaine de minutes. Et puis, je lui disais... Non, mais cette fois-ci, c'est vraiment l'heure. Et puis, il apparaissait à la porte, complètement ensommeillé. Donc, il se donnait un petit coup d'eau sur le visage, il repassait au maquillage, et alors, il embrayait. Voilà, comme si de rien n'était. Ça, c'était au niveau professionnel. Il savait son texte. Tu me diras... Bon, les Fourberies de Scapin de Claudel étaient quand même adaptés du texte de Molière. Bon, c'est un texte qu'il avait dans le crâne depuis toujours, mais quand même. Et il repartait avec un dynamisme incroyable jusqu'à 19h. Et puis à 19h, on coupait le studio et on reprenait la voiture direction le théâtre. Et du coup, pendant ces 10 jours, tu t'es occupé de Michel Galabru, un peu comme... Voilà, j'étais... Comme nounou, quoi. Oui, alors j'étais la nounou de Michel Galabru. Bon, mais c'est un rôle qui me convenait très bien. Hein. J'étais même un petit peu fier. Pas fier de l'avoir dans ma voiture, mais fier de toutes les confidences qu'il me faisait. Et dans ma carrière de photographe de cinéma, ça m'est toujours arrivé. À chaque fois que j'ai eu un contact avec une star ou une vedette, je ne sais pas pourquoi, ils me racontaient leur vie. Parce qu'ils étaient en confiance, parce qu'ils savaient que moi, ça n'allait pas porter à conséquence, que je n'étais pas journaliste, que j'allais pas aller vendre ça quelque part, enfin bref. Et j'ai eu énormément de confidences. Et puis, j'ai une anecdote qui te concerne directement, c'est que
peu près au milieu du tournage, il y a quelqu'un de la SFP qui est arrivé en disant « Est-ce que vous avez un lotoqueuse sur le plateau parce qu'on a un télégramme à l'accueil pour lui ». Bon, il faut savoir qu'à l'époque, pas de téléphone portable. Pendant que tu tournais, le temps de trouver une cabine dans l'angle de la rue, téléphoner à la SFP, c'était un peu délicat. Donc, me voilà avec un télégramme. Donc, tout de suite, M. Galabru me regarde et puis il me dit rien de grave, j'espère. Alors, moi, j'étais un peu étonné quand même, parce que le télégramme à l'époque, c'était pas... Bon, alors je pensais à tout. Voilà, le temps que je traverse les studios où étaient construits les décors et tout, dans la menuiserie et tout, je suis passé de toutes les couleurs. Et puis, j'ai découvert le télégramme à l'accueil et c'était marqué « Tu vas bientôt être papa ». Et en fait, c'était ta maman qui m'annonçait ta naissance. Donc, je me suis senti très soulagé parce que je m'attendais à une plus grande catastrophe que ça. Et je suis revenu sur le studio et tout de suite, M. Galabru est venu vers moi. Il m'a dit « Alors ?» Ben, je lui ai dit « Je vais être papa ». Et là, il m'a dit « Oh, mais alors ça, c'est formidable !» Et alors, tout le studio, tous les techniciens, tous les comédiens qui étaient présents, parce que comme comédien, on avait un nombre incalculable. On avait Francis Perrin, que tu connais encore un peu, mais on avait des gens qui étaient très connus à l'époque. Il y avait Philippe Clay, il y avait Michel Créton, que tu connais un petit peu, Jacques François, il y avait le nain Piral, qui avait joué dans tous les films de costumes du Nubel, voilà, du temps avec Jean Marais, etc. Il y avait Gérard Hernandez, que les gens retrouvent sur la 6 avec Scène de ménage. Maurice Baquet, que je connaissais par ailleurs. Sabine Paturel, qui avait fait un tube avec Les Bêtises, une chanson. J'ai tout mangé le chocolat. J'ai tout fumé les Craven. Ah. Et comme t'étais toujours pas là, j'ai tout vidé le rhum coca. Et puis, j'avais aussi un comédien qui était dans l'équipe de Thierry Lafronde, le feuilleton que je regardais quelques années auparavant. Enfin, quelques années auparavant, on va dire une vingtaine d'années auparavant quand même. Dans les années 60, tu avais un feuilleton qui s'appelait Thierry Lafronde. Thierry Lafronde avait une équipe autour de lui et j'avais un des comédiens qui était là. Moi, j'étais dans le rêve le plus complet. Hein. Et puis, donc, tout le monde a dit le photographe, il va être papa. Bon, ben voilà. Et puis, moi, j'étais un peu rouge pivoine parce que. et ça, c'est quand même. C'est comme ça, c'est facile à savoir, hein, puisque tu vas avoir quel âge? Bah, je vais avoir 35 ans. Voilà, donc c'est très facile. Et tu l'as jamais revu? Et non, le métier, c'est un peu comme ça. C'est-à-dire, j'ai travaillé avec des gens que j'ai revus 30 ans plus tard, 3 fois. Hein. La dernière anecdote, la semaine dernière, j'ai photographié les rencontres cinématographiques de Bretagne, qui réunit toutes les salles de cinéma du Grand Ouest, et puis on va dire maintenant de la France. Eh bien, j'ai retrouvé une comédienne qui s'appelle Marie Bunel, avec qui, moi, j'étais producteur en 1991, j'avais produit un court-métrage, elle était dedans. Et depuis 1991, on ne s'était jamais revus. C'est un peu de ma faute, parce qu'un jour, je suis allé au théâtre à Saint-Servant, et j'ai pas osé aller la voir dans les loges après la séance. Alors, elle me dit, mais t'es vraiment trop bête, etc. Bon. Pareil, il y a des gens comme Patrice Lecomte que pendant 25 ans, on ne s'est pas revus. Et après, on s'est revus quasiment 3 fois dans la même année. Bon, voilà, tu sais pas pourquoi, c'est indéfinissable ça. Et ça, c'est quelque chose qu'on constate quand on se quitte. J'ai déjà eu l'occasion de te le dire, quand on quittait un tournage, on avait un moral à 0. Et tout le monde se disait, bon, on va se revoir. Et puis, en fait, on ne se revoit pas. Et puis, c'est ainsi la vie, et puis c'est peut-être aussi bien comme ça. C'est ainsi que s'achève cet épisode de Comment j'ai interviewé mon père. Je souhaite chaleureusement le remercier. La musique, c'est Avancer de Tarsius. Mixage, Guillaume Rennery. À bientôt pour un prochain épisode. Avancer contre le vent, avancer malgré tout, malgré les coups dans les flancs, simplement